Bonjour tout le monde, merci beaucoup Dr Jaded. Donc je remercie le bureau du collège de m'avoir associé à cette manifestation. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux résidents en urologie dans la grande famille des urologues. Donc on m'a confié la tâche de commencer ce cours du collège par une partie qui n'est pas vraiment facile à enseigner. Donc l'anatomie, physiopathologie et épidémiologie de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc l'épidémiologie de l'hypertrophie bénigne de la prostate, elle est difficile à étudier. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Principalement, c'est difficile de trouver des définitions qui sont des critères diagnostiques qui sont bien définis. Et d'autre part, il y a une nuance entre l'HBP clinique, c'est-à-dire présence de symptômes, et l'hypertrophie bénigne de la prostate histologique, c'est-à-dire présence d'anomalies histopathologiques. Et comme on le sait tous, donc il n'y a pas de corrélation entre les anomalies histologiques et la présence de symptômes. Donc sur la base de données d'études autopsiques, donc on a étudié sur plusieurs études autopsiques, on a trouvé que la prévalence de l'HBP histologique était estimée de 10% chez les hommes de la trentaine, 20% chez les hommes de la quarantaine, 50 à 60% chez les hommes de la soixantaine, et elle atteint les 80 à 90% chez les hommes de 80 ans et plus. Donc l'HBP histologique est très très fréquente. On sait que l'HBP clinique, c'est différent. C'est certes l'augmentation du volume de la prostate, mais qui est associée à une obstruction sous-vésicale qui est responsable de symptômes du bas appareil urinaire. Et là, si on voit les chiffres de prévalence, donc la prévalence, elle change selon les définitions. Donc 83% après 70 ans sur des séries autopsiques. Et si on fait le diagnostic sur la base du toucher rectal, le chiffre il passe à 58%. Et là, le chiffre passe à 37% si on définit l'HBP sur la base d'association de scores de symptômes, le toucher rectal et la débimétrie. Et là, quelle est la prévalence réelle de l'HBP clinique? Donc, on a essayé de chercher, on n'a pas vraiment trouvé de chiffres tunisiens, d'études nationales, des chiffres qui reflètent la prévalence de l'HBP en Tunisie, mais on sait que là, c'est un scénario d'évolution des tranches d'âge de 2005 à 2025. Et là, on voit qu'en 2005, la tranche d'âge des hommes qui étaient âgés entre de 60 ans et plus était de 8,7%. En 2020, elle passe à 11,2%. Pour passer à 14% en 2025. Et là, si on se base sur le chiffre que, sur la base de 50% des hommes de plus que 60 ans consulteront pour HBP, si on extrapole ce chiffre, on va trouver qu'en 2020, 345 000 patients seraient suivis pour HBP en Tunisie. Les principales donc, études épidémiologiques, il y a plusieurs enquêtes qui ont été menées en France. Là, c'est une enquête qui a été menée en médecine générale auprès de 18 540 patients qui avaient un âge supérieur à 50 ans. C'est des patients qui n'avaient pas une HBP connue et n'ont pas signalé de troubles mictionnels au cours de leur consultation. Donc, les médecins qui ont réalisé cette enquête ont réalisé un interrogatoire systématique avec calcul du score IPSS. Ils ont trouvé que sur les 18 540 patients, 9 160 étaient diagnostiqués d'une HBP confirmée, soit une prévalence de 40,4%. Et la tranche d'âge la plus concernée était celle des patients âgés entre 60 et 75 ans. Donc une autre enquête également réalisée en France a trouvé qu'un homme sur deux est concerné par l'HBP. L'observatoire phare en 2004, donc c'est un observatoire sur la prise en charge de l'HBP avec un registre épidémiologique français, a trouvé également qu'ils ont corrigé un nombre assez important de patients, plus que 33 000 patients. Ils ont trouvé que la prévalence de l'HBP était également de 50%. Donc c'est une pathologie qui est très fréquente. Donc probablement la prévalence est élevée, mais elle est probablement sous-estimée. Donc la prévalence de l'HBP clinique est sous-estimée. Et en France, environ 5 millions d'hommes en France seraient atteints d'une HBP clinique, mais seulement 2 millions sont diagnostiqués. Et là, on s'est posé la question, pour la raison de cette prévalence qui est sous-estimée, et il y avait deux principales raisons qui expliquaient donc, cela. Premièrement, c'est que les hommes
ils jugent normal pour leur âge d'être confrontés à ces troubles. Donc les patients s'habituent à leurs troubles mictionnels et ils considèrent que c'est normal pour leur âge. Deuxième raison, c'était qu'ils craignaient une intervention chirurgicale. Et c'était les principales causes de non-consultation pour ces troubles mictionnels. Donc avant d'entamer toute cette journée, voir la physiopathologie, voir le traitement médical, les complications, le traitement chirurgical, il est toujours utile de faire un rappel anatomique, voir les particularités de l'anatomie de la prostate. Et là, on ne va pas s'étaler sur l'anatomie descriptive classique, mais plutôt on va essayer de voir quelques points et notions d'anatomie essentielles qui seront utiles pour comprendre d'une part la physiopathologie, mais également pour le traitement chirurgical. Et là, donc, la prostate, c'est une glande qui est traversée par 3 conduits: l'urètre prostatique, les canaux éjaculateurs et l'utricule prostatique. Donc, ces conduits sont à la base de la systématisation de la prostate en 4 lobes, à savoir, donc, un lobe antérieur, donc un lobe antérieur qui est situé en avant de l'urètre, un lobe moyen qui est anciennement appelé le lobe médian, donc il est compris entre l'urètre et les canaux éjaculateurs, et 2 lobes latéraux qui sont situés en arrière des canaux éjaculateurs et en dessous du lobe moyen. Donc là, c'est la systématisation de la prostate en 4 lobes. Donc la description zonale qui est décrite par McNeil reste là le modèle anatomique de référence. Donc c'est un modèle qui s'articule sur l'anatomie de l'urètre et des canaux éjaculateurs. Et là, on reconnaît une zone qui est fibromusculaire et 4 zones glandulaires. Donc la zone de transition, il est constitué seulement. Donc l'anatomie, le modèle donc, de McNeil, il concerne des prostates qui sont normales chez un patient qui est jeune. D'accord, là, qui est un patient qui est jeune, donc c'est une prostate de volume normal. Donc là, sur une prostate de volume normal, la zone de transition, il va constituer seulement 5% de la glande. Donc il est constitué de 2 lobes, un lobe droit et un lobe gauche, qui sont situés autour de l'urètre, juste au-dessus du verumontanum. Donc leur croissance se fait en haut et latéralement et va s'insinuer sous le sphincter lisse. La zone périurétrale, elle est limitée, c'est une toute petite zone qui représente 1% du volume de la glande. Elle est située, donc limitée autour du segment proximal de l'urètre, en amont du verumontanum. Donc elle est constituée, de glandes qui sont atrophiques. Donc c'est une zone qui est pratiquement dépourvue de glandes. Donc la zone centrale, c'est une zone qui représente 20 à 25% du volume de la glande prostatique. Donc il va entourer les canaux éjaculateurs et il est sous la forme d'une cône dont le sommet, il répond donc au verumontanum. Donc cette zone sera progressivement comprimée par le développement donc de la zone de transition en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate. La zone périphérique, c'est une zone qui va entourer la zone centrale, en arrière, latéralement et en bas. Elle représente donc la grande partie de la glande chez un patient qui n'a pas d'HBP, 70% du volume de la glande. Et finalement, la zone périphérique, c'est la coque prostatique qui sera laissée en place après énucléation ou résection d'un adénome de la prostate. Et enfin, la zone fibromusculaire antérieure, elle comprend un stroma fibromusculaire antérieur qui est dépourvu de glande. Donc, elle est développée en continuité en haut avec la face antérieure du col vésical et en bas avec le sphincter strié externe. Donc là, quelques notions qui sont importantes. L'anatomie de la capsule prostatique. Il faut connaître que la capsule prostatique, il y a 2 entités. La première entité, on parle de la vraie capsule prostatique, mais également il y a la fausse capsule prostatique. Donc finalement, il y a 2 capsules, une vraie capsule prostatique et une fausse capsule prostatique.
Donc la vraie capsule prostatique ou la capsule prostatique proprement dite, c'est un tissu fibromusculaire dense qui va recouvrir la face externe de la prostate qui a une épaisseur de 2 à 3 mm en moyenne. Il s'épaissit en haut pour former le stroma fibromusculaire antérieur et cette capsule, elle est mince en arrière. Donc, elle peut s'effacer complètement au niveau de l'apex et laisser la prostate en contact de la graisse directement. Donc, pratiquement, il n'y a pas de capsule au niveau de l'apex. Donc, la capsule prostatique, elle est à distinguer du fascia prostatique. Le fascia prostatique, donc, c'est une autre structure anatomique qui se continue en haut par le fascia ombilico-vésical, en avant par le ligament puboprostatique et le fascia endopelvien. Donc, le fascia prostatique et la capsule prostatique, c'est deux entités qui sont distinctes. Ce n'est pas la même chose. Cette capsule prostatique, c'est un repère important dans l'étude radiologique du cancer de la prostate. Lorsqu'on parle d'envahissement de la capsule, c'est l'envahissement de la vraie capsule. Il faut savoir aussi que cette capsule, comme on l'a dit tout à l'heure, donc elle est quasi absente au niveau de 3 zones. Au niveau du col vésical, carrefour vésiculo-différentiel et surtout au niveau de l'apex. Et à ce niveau, c'est des zones de faiblesse pour l'extension d'un éventuel cancer prostatique, mais également l'envahissement de la capsule n'est pas recherché à ce niveau sur les comptes rendus d'anatomopathologie. Donc là, on a vu la vraie capsule prostatique. Il y a également la fausse capsule prostatique qui est plutôt formée donc, par la compression de la zone prostatique par un adénome de la prostate. Donc la fausse capsule prostatique, elle apparaît chez un patient qui a une HBP. Donc la zone périphérique, elle est écrasée par le développement de la zone de transition. Cet écrasement et compression de la zone périphérique va donner cet aspect de fausse capsule prostatique. Donc entre ces deux capsules, la vraie et la fausse, va se retrouver un plexus veineux. C'est le plexus veineux périprostatique. Donc, il va se situer entre les deux capsules et il est plus développé en antérieur. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, lorsqu'on fait une résection de prostate, parfois, lorsqu'on observe une perforation de la capsule, surtout en antérieur, on va observer un saignement qui est très important. Et ces plans des capsules, il est également important à respecter lors de l'adénomectomie et de la résection endoscopique de la prostate, parce qu'il faut suivre ce plan. Le plan de l'adénome, il ne faut pas dépasser le plan de la fausse capsule prostatique pour ne pas justement léser, perforer la capsule et entraîner une lésion du plexus veineux périprostatique et observer un saignement assez important. Donc on ne peut pas parler de l'anatomie de la prostate sans parler du sphincter. Et on sait que la chirurgie de la prostate, l'une des complications, c'est l'incontinence urinaire. Donc il faut bien connaître l'anatomie des sphincters avant de faire une chirurgie de la prostate. Et l'appareil sphinctérien, il est formé par deux sphincters, un lisse autour du col vésical et un sphincter strié externe qui va entourer l'urètre distal au niveau de l'apex. Donc ce sphincter strié, il va entourer partiellement, il est écrasé par la prostate en haut et ne prend la disposition d'un véritable sphincter qu'au niveau du bec de la prostate. Notion anatomique très importante, l'anatomie du sphincter strié, c'est que le sphincter strié, il s'étend du colliculus séminal, c'est le verrus montana, jusqu'à l'apex. Et on observe là sur ce schéma qu'une... Donc, l'écran, d'accord. Qu'une importante partie fonctionnelle du sphincter strié, il est situé donc, en intraprostatique entre l'apex et le verrus montana. Donc là, on observe que le sphincter strié, il pénètre l'apex de la prostate. Et il s'arrête au niveau du verrus montana. Et il a même été décrit des variations anatomiques de l'anatomie du sphincter strié. Il y a des variabilités interindividuelles qui varient de 10 à 40%. Et là, on observe les différents types de sphincter. Là, c'est un sphincter qui s'arrête juste avant le verrus montanum. Là, c'est un sphincter qui pénètre l'apex prostatique sur une profondeur qui n'est pas très importante. Et là, c'est une variation qui montre que le sphincter va pénétrer l'apex prostatique de façon assez importante et il se développe surtout sur la partie antérieure. Et là, lorsqu'on fait des résections endoscopiques de la prostate,
Le verrue montanum, donc c'est un repère qui est très important. Il ne faut pas aller au-delà du verrue montanum pour ne pas entraîner une lésion de ce sphincter strié. Il y a même des équipes qui donc il faut savoir que l'existence d'une hypertrophie bénigne de la prostate peut modifier l'apex de la prostate, qui peut recouvrir le sphincter. Donc, comme on a dit, le verrue montanum, c'est un repère anatomique important lors de la résection de ce pic de la prostate pour préserver ce sphincter strié. Il y a même des équipes qui se sont amusées à faire une classification de la forme du verrue montanum. Il y a cinq types de verrue montanum. Donc là, c'est un article qui a fait une classification anatomique pour dire que c'est un repère anatomique qui est important. La vascularisation artérielle de la prostate. Donc la prostate, elle est vascularisée par l'artère vésicale inférieure, qui provient de l'artère iliaque interne. Cette artère vésicale inférieure va se diviser en deux branches collatérales. Donc la première branche, c'est la branche vésico-prostatique, et la deuxième branche, donc c'est la branche prostatique. La première branche vésico-prostatique va donner une branche vers la vessie et une branche qui va pénétrer la zone de transition de la prostate, c'est les branches urétrales. Donc ils vont pénétrer cette zone de transition pour aller de façon parallèle jusqu'au verrue montanum, parallèle à l'urètre jusqu'au verrue montanum. Les branches prostatiques, donc la branche prostatique va donner des branches capsulaires qui vont vasculariser la prostate périphérique. D'accord? Donc, ces branches urétrales, si on voit leur lieu où ils vont traverser la prostate, ils vont aborder la prostate à travers le col vésical, et à deux endroits précis, c'est à 5 heures et à 7 heures essentiellement. Et là, c'est pourquoi, lorsqu'on fait une adénomectomie transvésicale, il faudra faire des points hémostátiques à 5 heures et à 7 heures. Donc là, c'était quelques notions d'anatomie qui peuvent être utiles pour comprendre la physiopathologie, mais également pour le traitement chirurgical d'un éventuel adénome de la prostate. On va voir un peu les mécanismes physiopathologiques qui vont entraîner l'augmentation du volume de la prostate et l'obstruction sous-vésicale. Donc, il faut tout d'abord savoir qu'une HBP, un adénome de la prostate, c'est un adénomyofibrome. Adéno, c'est-à-dire tissu glandulaire. Myo, c'est un tissu musculaire. Et fibrome, donc c'est un tissu conjonctif. Et donc, il a une triple composante qui sont secondaires au développement du stroma fibreux qui correspond à la zone périurétrale et surtout à une prolifération des cellules épithéliales glandulaires qui sont situées dans la zone de transition. Donc l'adénome est habituellement constitué de deux lobes latéraux auxquels parfois s'adjoint à lobe médian qui peut faire protrusion dans la lumière de la vessie au niveau de la face postérieure du col. Mais cette prolifération n'apparaît pas de façon uniforme. Donc peut-être prédominante au niveau d'une des parties. Et c'est pourquoi on va observer parfois des variantes anatomiques d'une hypertrophie bénigne de la prostate. On peut observer une hypertrophie isolée d'un lobe médian. On peut également observer une hypertrophie des lobes latéraux, comme on peut observer une hypertrophie des trois lobes, donc ça va donner une prostate qui est trilobée. Et comment on explique ça? C'est que parce que l'hyperplasie de la zone de transition va donner une hypertrophie du lobe droit et gauche. Par contre, l'hyperplasie de la zone périurétrale, c'est celle qui va donner l'hypertrophie du lobe médian. Donc là, en fonction des zones qui sont intéressés par l'hyperplasie, on va observer deux types de nodules. Soit un nodule de la zone périurétrale, c'est le lobe médian, et c'est des nodules stromaux qui sont très sensibles au traitement par les alpha-bloquants. Par contre, si on observe une hyperplasie ou un nodule au niveau de la zone de transition, c'est un tissu qui est constitué par des glandes, et c'est des adénomes qui sont sensibles au traitement par les 5-alpha-réductases. C'est le traitement qui va réduire le volume de la prostate. Donc, quels sont les mécanismes physiopathologiques de survenue de l'HBP? Donc, ce n'est pas toujours entièrement élucidé. Il y a plusieurs théories et actuellement, il y a une nouvelle approche. Ce n'est plus l'obstruction, l'augmentation uniquement du volume de la prostate, mais il y a plusieurs autres notions et c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plusieurs
théories qui ont été évoquées. Donc, la première théorie qui reste une théorie qui est ancienne, c'est la théorie hormonale. Donc, les androgènes, plus particulièrement la dihydrotestostérone, va participer à la croissance et le développement de la prostate. Et la dihydrotestostérone, elle est probablement plus active au niveau de la prostate d'un patient qui présente une HBP. Et donc là, c'est pourquoi les hommes qui présentent une absence de testostérone, c'est les hommes qui ont subi une castration avant la puberté ou les patients qui présentent un déficit en 5-alpha-réductase ne présenteront jamais un adénome de la prostate. Donc là, ça explique la théorie hormonale. Une autre théorie, donc, c'est la théorie qui porte sur les facteurs de croissance. Donc, afin que la prostate garde un volume constant, il est nécessaire qu'un équilibre entre la prolifération et l'apoptose cellulaire soit maintenu. Donc, il y a des facteurs de croissance qui vont entraîner une prolifération, il y a des facteurs de croissance qui vont entraîner l'apoptose. Et là, la rupture de l'homéostasie entre la prolifération et l'apoptose, causée par un déséquilibre de la régulation, va entraîner dans la survenue et l'évolution de l'HPP. Donc, il y a l'intervention également des facteurs de croissance. Il y a également la théorie de l'inflammation. Et là, on a observé que sur le tissu prostatique d'un patient porteur d'HPP, donc c'est un tissu qui contient beaucoup de lymphocytes T et B et de macrophages. Et là, on a analysé ces tissus, on a trouvé que ces patients on va observer que ces médiateurs de l'inflammation restent chroniquement actifs en cas d'HBP. Donc là, l'accumulation locale de ces lymphocytes va entraîner une forte concentration de cytokines pro-inflammatoires, ce qui va entraîner l'augmentation du volume de la prostate et l'évolution de cette HBP. Donc là, ça a été démontré que cette inflammation va entraîner un processus de cicatrisation qui active le développement des nodules de l'hypertrophie bénigne de la prostate avec une réactivation cyclique de l'inflammation prostatique. Et là, un cercle vicieux qui s'installe. Donc, augmentation du volume de la prostate va entraîner une obstruction, ce qui va aggraver donc l'altération de la barrière, ce qui va aggraver encore la réaction inflammatoire, la production de cytokines, et donc un cercle vicieux s'installe. Donc, cette inflammation, donc, c'est l'une des mécanismes physiopathologiques les plus importants. L'inflammation pelvienne qui est causée par plusieurs causes, donc l'âge, les troubles hormonaux, l'alimentation, donc la consommation du lait, des produits laitiers, la viande rouge, la sédentarité, c'est des facteurs qui vont aggraver ou favoriser l'inflammation pelvienne, mais également le syndrome métabolique. Donc cette inflammation va entraîner une réduction de la fonction nerveuse, de la contractilité musculaire, et également ça va entraîner des problèmes vasculaires, de l'athérosclérose, ce qui va entraîner d'une part une fibrose et une prolifération de la prostate à l'origine de troubles mictionnels. Donc le syndrome métabolique, actuellement, c'est démontré, le lien entre l'HBP et le syndrome métabolique. Donc plusieurs études ont été faites dans ce sens-là. Et tout à l'heure, on va avoir avec Dr Mnasser toute une partie qui est consacrée pour l'HBP et le syndrome métabolique. Là, brièvement, pour voir quelques mécanismes qui expliquent l'intervention du syndrome métabolique dans l'HBP, il a été démontré qu'il y avait une similarité structurelle entre l'insuline et l'IGF-1, donc une hormone de croissance, ce qui va stimuler la croissance et la prolifération des cellules prostatiques. Aussi, le syndrome métabolique va entraîner et aggraver une inflammation prostatique. Le syndrome métabolique va entraîner une hyperinsulinémie qui est responsable d'une activité accrue du système nerveux sympathique avec augmentation du tonus musculaire lisse au niveau de la prostate. Mais également, donc, l'hyperglycémie est responsable d'une élévation du calcium dans les cellules musculaires lisses, ce qui va encore augmenter le tonus musculaire. Donc, le syndrome métabolique explique l'aggravation des troubles mictionnels et explique l'hypertrophie de la prostate par plusieurs mécanismes. Également, donc, le syndrome métabolique va entraîner une athérosclérose. Et cette athérosclérose va entraîner une ischémie au niveau de la prostate et au niveau de la vessie, ce qui explique l'hyperactivité vésicale qu'on observe au cours des syndromes métaboliques. Autre théorie, c'est également la théorie des récepteurs de la phosphodiesterase de type 5. Donc, ça a été démontré qu'il existait des récepteurs de la phosphodiesterase de type 5 au niveau de l'urètre, de la prostate et de la vessie. Et là, on explique qu'actuellement,
les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique de l'HPP, et justement, ça entraîne une relaxation de la musculature lisse de la prostate, de la vessie et de l'urètre, et des systèmes vasculaires associés. Donc, c'est un traitement qu'on utilise actuellement pour traiter des patients qui présentent une hypertrophie bénigne de la prostate. Donc là, si on résume un peu, le tabagisme, le diabète, l'hyperinsulinisme, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, tous ces facteurs vont entraîner d'une part une hyperactivité sympathique, mais également vont entraîner une réduction du débit sanguin avec une ischémie chronique. Cette ischémie chronique va entraîner une diminution de la production de monoxyde d'azote, mais également une surexpression de la voie de Rho-kinase, ce qui va entraîner une réduction de la relaxation musculaire lisse. Donc là, c'est des points communs entre la physiopathologie de l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais également de la dysfonction érectile. Donc, et c'est pourquoi les deux pathologies sont très fréquemment associées, parce qu'ils partagent pratiquement les mêmes mécanismes physiopathologiques, vasculaires, nerveux, la voie de la surexpression de la voie de la Rho-kinase. Donc, c'est des mécanismes qui sont partagés, ce qui explique la forte prévalence et l'association de ces deux pathologies. Donc là, on a vu quels sont les facteurs de risque d'apparition d'une HPP. Là, c'est un patient qui a présenté une augmentation du volume de la prostate. On va essayer de comprendre comment on va observer cette obstruction sous-vésicale. Il faut savoir tout d'abord qu'à l'état normal, le cycle mictionnel il est divisé en phase de miction et phase de remplissage. Pendant le remplissage, la vessie va se remplir à basse pression et l'urètre et le système sphinctérien vont assurer la continence. Pendant la miction, le détruseur se contracte, le trigone va prendre une forme d'entonnoir. Là, c'est important, cette infundibilisation du col et le sphincter se relâche. Les urines vont s'engager dans un urètre compliant cylindrique avec un écoulement qui est laminaire. Donc la vessie se contracte, le col va prendre une forme d'entonnoir, c'est l'infundibilisation du col pour que le flux soit laminaire. En cas d'hypertrophie bénigne de la prostate, on va observer une obstruction par deux composantes qui sont distinctes. La première composante qui est statique, liée directement à l'augmentation du volume de la prostate, mais également une composante qui est dynamique, qui est secondaire à l'augmentation du tonus des muscles lisses de la prostate et de l'urètre. La composante statique, donc, elle est expliquée par également les deux zones. L'hypertrophie des lobes latéraux va entraîner une compression et un allongement de l'urètre sur toute sa conférence. Et l'hypertrophie d'un lobe médian va constituer au moment de la miction une sorte de clapet au niveau du col vésical. Donc là, ça va perturber la synergie, entraînant des modifications anatomiques et dynamiques de la vessie et de l'urètre. Donc ces modifications vont empêcher et entraîner un défaut d'infundibilisation du col, ce qui va entraîner que les forces d'expulsion ne seront plus dirigées vers l'axe de l'urètre, ce qui va entraîner une perte de charge et formation de turbulences. À part cette composante statique, il y a également la composante dynamique. La composante dynamique, là, chez un patient qui présente une hypertrophie bénigne de la prostate, on observe une augmentation du nombre de récepteurs alpha-adrénergiques dont la stimulation va entraîner une contraction des fibres musculaires lisses de l'urètre, du col vésical et de la prostate, mais également ça va entraîner un défaut d'ouverture du col, de la compliance de la prostate et de l'urètre. Et donc là, ça explique pourquoi les alpha-bloquants constituent l'un des piliers du traitement médical de l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est justement à cause de cette composante dynamique qui est basée sur la surexpression des récepteurs alpha au niveau de la prostate et du col vésical. Donc là, ces deux composantes expliquent pourquoi il y a un manque de corrélation entre le volume de la prostatique et la présence de symptômes du bas appareil urinaire, ainsi que leur sévérité. Mais également, le degré d'obstruction vésicale va dépendre davantage du lieu où se trouve l'adénome prostatique que de sa taille. Et d'ailleurs, un adénome qui est situé au niveau du col vésical, un adénome qui est constitué essentiellement d'un lobe médian, va donner une obstruction grave, même si l'adénome est de petite taille. Par contre, si un adénome se développe à partir des deux lobes latéraux, donc l'adénome doit atteindre des tailles assez importantes avant de provoquer une compression de l'urètre et une obstruction.
Et voilà, donc c'était... j'ai essayé de simplifier au maximum donc la partie anatomie et la partie physiopathologie. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle concernant la partie anatomie, physiopathologie. Alors, merci pour cette très exhaustive revue de l'anatomie et des données. Moi, j'ai appris des choses aujourd'hui que je ne savais pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci, Dr Saadi, pour cette présentation. En fait, c'est juste par rapport à une application de ce que vous avez dit dans la pratique courante. C'est en fait par rapport lors de la résection transurrétrale de la prostate ou de la dénomectomie, parfois la hantise du chirurgien, c'est de faire une décapsulation. Mais étant donné que la vraie capsule prostatique donc, ne siège pas en regard de la paroi de l'adénome, finalement, c'est un terme qui est généralement un abus de langage de dire une décapsulation dans ces cas-là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Oui, et chez un patient qui présente une hypertrophie de la prostate, on va observer deux types de capsules. La vraie capsule et la fausse capsule qui est secondaire à la compression de la zone périphérique. Et nous, on dit décapsulation, finalement, c'est une perforation de la fausse capsule, de la zone périphérique. Et le problème, c'est lorsqu'on fait cette perforation au niveau de la capsule, on va se retrouver dans le plexus veineux périprostatique avec un risque de saignement très important, parfois incontrôlable. Donc il faut éviter de dépasser ce plan de la fausse capsule, justement pour éviter les complications hémorragiques. Merci. D'autres questions ? Alors je rappelle aux personnes et aux confrères qui nous suivent un peu partout sur le streaming, sur YouTube ou sur Zoom, qu'ils peuvent participer à la discussion sur Zoom, en visioconférence, ou même sur le chat YouTube. La discussion est ouverte. Je crois que vous avez une question, professeur. Très bien, bravo, Dr Saadi, parce que c'est un bon rafraîchissement, déjà anatomique, qui montre que l'anatomie de cette région, elle est très compliquée et délicate. Donc là, avant d'aborder cette chirurgie, il faut vraiment avoir une certaine expertise de la région et de l'anatomie. Ce qui n'est pas évident. On a vu les modifications qu'il peut y avoir avec le sphincter, les rapports, les différentes régions, surtout que de plus en plus, il y a des techniques qui privilégient le passage par l'urètre pour opérer. Donc, deuxième chose, vous avez présenté la vision moderne actuelle des troubles mictionnels. Ce n'est pas uniquement la vision qu'on avait simpliste d'il y a 30 ans, c'est l'obstacle mécanique. Vous montrez très bien que c'est un organe qui est en rapport, qui souffre. C'est un organe dont le syndrome métabolique peut être en relation. C'est à la limite une maladie, c'est une athérosclérose. Donc, la vision classique à nos troubles mictionnels équivaut à opérer la prostate, c'est faux. C'est une maladie vasculaire, c'est une maladie métabolique, c'est l'hygiène de vie. Vous avez très bien démontré que pourquoi les anti-P2E5 peuvent marcher sur les troubles mictionnels. Et ça, on reviendra tout à l'heure à la partie thérapeutique, que c'est pas malheureusement comme parfois systématiquement trouble mictionnel c'est égal chirurgie de la prostate. C'est totalement faux et on le sait avec un peu d'expérience. On sait que souvent on opère comme ça abusivement et les malades ne sont pas améliorés. Donc bravo pour cette approche moderne, quoi. Merci beaucoup. Alors, vous avez été tellement complet. Vous avez une question ? Une question ? Allez-y. Merci, Dr Saad. Au vu de cette présentation, on a l'impression un peu de revenir sur un dogme qui existe chez l'urologue, c'est de savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre les symptômes et le volume de la prostate. Lorsqu'on voit un peu votre présentation, on voit qu'il y a certaines hypertrophies prostatiques où c'est applicable, c'est comme le cas de l'hypertrophie du lobe médian.
Alors que pour certaines hypertrophies, une hypertrophie des lobes latéraux, on va comprendre qu'à partir d'un certain volume de la prostate, il va y avoir probablement une gêne qui va s'installer. Donc est-ce qu'il y a des nouvelles études ou des nouvelles recherches qui veulent essayer d'élucider plus ce problème? Ou on est resté sur la théorie classique qu'on a admise et voilà. D'accord. Donc la théorie n'est pas uniquement mécanique. Donc certes, lorsqu'on observe une hypertrophie du lobe médian, c'est-à-dire de la zone périurétrale, même si l'adénome il est de petite taille, il peut entraîner une gêne très importante. Ce n'est pas uniquement mécanique, mais ça a été démontré également que les adénomes qui se développent au niveau du lobe médian, c'est des adénomes qui sont plus sensibles aux alpha-bloquants. Parce que c'est une zone qui est beaucoup plus riche en récepteurs alpha-adrénergiques. Par contre, les adénomes qui se développent à partir des lobes latéraux, c'est des adénomes qui se développent à partir de la zone de transition. Ils sont riches en glandes. D'accord ? D'une part, c'est expliqué par la composante statique, parce que ça va prendre du temps, il faut que l'adénome ait un volume assez important pour comprimer l'urètre du part. D'autre part, ça explique pourquoi les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, ils marchent mieux. D'accord ? Et donc là, aussi, il y a que l'emplacement de l'adénome et le lobe médian va entraîner un problème au niveau du col vésical et un défaut d'invulnébilisation du col qui est beaucoup plus important qu'une hypertrophie aux dépens des lobes latéraux. Donc c'est pourquoi les patients qui présentent un lobe médian assez important vont développer des troubles mictionnels sévères, même avec des adénomes de petite taille.